Face au constat d'échec, on a encore battu le record d'émissions de CO2 cette année, donc alors que l'année n'est pas finie, mais c'est déjà certain. Moi, j'essaye de comprendre pourquoi ça marche pas, et donc j'essaye même de poser des hypothèses complètement contre-intuitives, comme celle de dire que plus on essaierait de faire une transition énergétique, plus on se donnerait les moyens d'émettre du CO2. Alors c'est une hypothèse un peu provocatrice, mais comme c'est un peu plus ce qui se passe que l'inverse, pour l'instant l'hypothèse n'est pas totalement réfutée. Et puis au fil de mes réflexions, je me suis questionné sur la conceptualisation de la transition énergétique elle-même, c'est-à-dire comment c'est façonné, comment c'est construit le matériel scientifique sur lequel on s'appuie pour dire on utilise trop de charbon, trop de pétrole, trop de gaz, et on va substituer ça par des centrales nucléaires, des panneaux photovoltaïques et des éoliennes. Et donc j'ai pas mal lu la littérature qui a fait l'histoire de cette idée de transition énergétique, et puis je suis allé aussi lire un petit peu sur le plan de la physique, de la thermodynamique et de l'étude de l'énergie. Et en fait, j'ai pas trouvé de démonstration de faisabilité d'une transition énergétique par substitution des énergies. Faut bien retenir tous les mots. Ça, je ne crois pas qu'il existe de matériel solide pour démontrer cette faisabilité. Des modèles, des scénarios, des simulations, il y en a quand même pas mal. Et c'est très différent des démonstrations. C'est très différent parce que normalement, on ne peut pas dire à partir d'un modèle, d'un scénario ou d'une simulation, ça marche. Pourquoi ? Parce que tout ça, ça n'est que des réductions de la réalité, ça n'est jamais fidèle à la réalité. On ne peut pas faire rentrer dans un modèle la complexité du monde. Je m'étends pas là-dessus, mais c'est une certitude. Donc un modèle devrait interdire de dire à partir de sa conclusion, donc on peut le faire. La transition, elle est conceptualisée et proposée à partir de modèles, et beaucoup disent que on n'a pas le choix, certes, c'est une chose, mais c'est sûr qu'on peut le faire, c'est la solution, on peut substituer les hydrocarbures par le vent, par les rayons du soleil et par les atomes d'uranium. Bon, moi ça m'embête un peu parce qu'on le voit pas, ça marche pas. Et puis c'est embêtant pour la communication politique et scientifique sur l'écologie, parce que si toutes ces affirmations sont fondées sur des modèles et pas sur des démonstrations, pour moi, méthodologiquement et même éthiquement, il y a quelque chose qui est gênant. Et puis je suis allé gratter encore un petit peu plus pour essayer de comprendre pourquoi cette littérature était essentiellement de nature quantitative, c'est-à-dire, je vais être un peu technique, on pourra discuter éventuellement un peu plus tout à l'heure. Cette littérature qui modélise la transition énergétique s'intéresse au taux de retour énergétique, c'est-à-dire la quantité d'énergie qu'il faut pour fabriquer une éolienne par rapport à l'énergie qu'on récupère, ou une centrale nucléaire, etc., le facteur de charge, la performance, l'efficacité énergétique, la quantité de kilowattheures produits sur telle durée. En fait, ce ne sont que des facteurs quantitatifs, et on ne parie que sur la performance des infrastructures. Mais la performance des infrastructures, ça ne répond pas à une question qui pour moi est de nature qualitative, c'est est-ce qu'on peut substituer ou pas ? Est-ce que ces infrastructures, donc je répète, les éoliennes, les panneaux photovoltaïques et les centrales nucléaires, peuvent remplacer des centrales à charbon ? Mais c'est pas parce qu'on a beaucoup de quelque chose qu'on a les moyens de remplacer quelque chose d'autre. On a l'habitude, j'utilise un peu plus des données de psychologie sociale et psychologie cognitive là. On a l'habitude de classer les objets de notre environnement, les choses qui nous entourent, en fonction de l'usage qu'on en a. Donc par exemple, pour un réparateur de vélo, un tricycle pour enfants et un vélo de course en carbone, c'est des vélos quoi. On pédale dessus et ça roule. Pour un coureur du Tour de France, un tricycle, c'est pas la même chose qu'un vélo en carbone. Donc en fonction de l'usage qu'on a des objets, on ne les catégorise pas de la même façon. Je vais reprendre un exemple beaucoup plus trivial, mais plus facile à intégrer. La tomate, pour vous, c'est un fruit ou un légume ? On n'a pas le temps de discuter, mais ça dépend de l'usage qu'on en fait. Pour un agriculteur, c'est plutôt un fruit, parce qu'il faut qu'il cultive la tomate comme un fruit, parce que c'est un fruit sur le plan biologique. Pour un consommateur, comme moi, qui mange une pizza ou une salade de tomates, c'est un légume, parce que je le mange en légumes et rarement en dessert. Donc c'est pas vraiment dans la famille des fruits. Donc en fonction de l'usage que j'ai, qu'on a des objets de notre entourage, on les catégorise différemment. Et j'ai l'impression que la transition énergétique nous a fait catégoriser dans la même grande famille ce qui est des convertisseurs d'énergie du charbon à l'électricité, par exemple, donc une centrale à charbon, ce qui est un convertisseur de vent en électricité, une éolienne, un convertisseur de photons en électricité, un panneau photovoltaïque, et un convertisseur d'uranium en électricité, qui est une centrale nucléaire.
Donc on a dit tout ça c'est la même famille parce qu'en fait tout ça nous fait de l'électricité. Quand je branche mon téléphone pour le recharger, c'est vrai que derrière il peut y avoir n'importe lequel de ces trucs, ça me fait de l'électricité, donc finalement c'est la même famille. Mais en fait, est-ce que comme la tomate c'est un fruit ou un légume en fonction de l'usage, est-ce que vraiment une centrale à charbon c'est de la même famille qu'une centrale nucléaire? Eh ben j'en suis pas sûr, pour la raison suivante, c'est que là on classe en regardant l'objet, en regardant l'infrastructure. Mais si on regarde en observant la relation qu'a la société qu'il faut alimenter en énergie avec l'énergie qu'il y a avant l'infrastructure, on n'a pas du tout la même relation. La société thermo-industrielle, elle a puisé dans les hydrocarbures pour avoir de la chaleur et elle l'a obtenue directement. Elle a fait brûler des hydrocarbures, du charbon, du pétrole, du gaz, ça a fait de la chaleur immédiatement. C'était très facile, on sait faire du feu depuis 800 000 ans. Et avec cette chaleur, on a fait, à la fois, on a eu du service direct, donc de la chaleur, pour chauffer les maisons très rapidement, ça nous a servi. Mais on a aussi pu fabriquer toutes les infrastructures qui permettaient d'exploiter toutes ces ressources. Donc c'était ce qu'on appelle, moi j'appelle ça des sources. On a puisé dedans et ça nous a rendu service, comme quand on boit de l'eau à la source. Je pense qu'on ne peut pas puiser dans le vent pour avoir un service. On ne peut pas puiser dans les rayons du soleil pour avoir un service. On ne peut pas puiser dans l'uranium pour avoir un service. Je vous mets au défi de fabriquer une éolienne avec du vent. Je vous mets au défi de fabriquer un panneau photovoltaïque avec des rayons du soleil. Au défi de fabriquer une centrale nucléaire avec des atomes d'uranium. Je pense que vous n'y arriverez pas. Il va vous falloir une autre source d'énergie dans laquelle vous puiserez pour avoir un service qui s'appellera de la chaleur en l'occurrence, pour fondre des métaux et ensuite faire un convertisseur que vous pourrez mettre face au vent, face aux rayons du soleil ou autour des atomes d'uranium. Donc là, on a vraiment deux catégories totalement différentes pour des infrastructures qu'on classe d'habitude ensemble et qu'on se dit, elles sont toutes ensemble, donc on a un problème avec celle-ci, on va remplacer par telle autre et ça marchera. Mais en fait, j'en suis pas sûr du tout parce que imaginez qu'on n'ait plus du tout d'hydrocarbures sous la main parce que soit il y en a plus, soit on a décidé d'arrêter parce que ça émet trop de CO2. Mettons même qu'on ait fabriqué tout notre parc d'éoliennes, de panneaux photovoltaïques et de centrales nucléaires, et que ça marche pendant un temps, ça je dis pas que ça marche pas, bien sûr que ça marche. Sauf qu'au bout d'un moment, il faudra les réparer, et si on ne puise plus dans une source d'énergie, on pourra pas du tout ni puiser dans le vent, ni puiser dans les rayons du soleil, ni puiser dans les atomes d'uranium, pour avoir directement de l'énergie qui rende un service, qui permette de lancer une industrie pour réparer tout ça. Je fais pas plus long, c'était une vision globale de l'écueil conceptuel, à mon sens, de la transition énergétique aujourd'hui. Il y a quand même deux choses qu'il faut bien distinguer. Est-ce que vous voulez que les sociétés soient résilientes ou est-ce que vous voulez que nos sociétés réduisent leur empreinte écologique? En fonction de ce que vous souhaitez, soit la résilience, soit la réduction de l'empreinte écologique, vous aurez deux stratégies qui n'auront peut-être absolument rien à voir. Par exemple, en ce moment, le capitalisme est extrêmement résilient, mais pas du tout écolo. Voilà, c'était juste ce que je voulais ajouter. Il faut bien discriminer les buts qu'on se donne.